Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout dernier épisode du rendez-vous des prépas scientifiques. Toutes les semaines, au cours de cette période difficile, le Figaro étudiant vous a accompagné dans vos révisions et plus particulièrement dans la préparation de vos concours pour entrer dans les grandes écoles d'ingénieurs. Et aujourd'hui, pour conclure cette série hebdomadaire, on va vous parler de l'épreuve de langue, des épreuves de langue, avec Marie-Christine Capobianco, qui est professeure d'anglais en prépa au lycée Chaptal à Paris et qui est également membre de l'UPLS, l'Union des professeurs enseignant les disciplines littéraires dans les classes préparatoires scientifiques. Bonjour Marie-Christine et merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Wally, merci de m'interviewer, c'est gentil. Alors Marie-Christine, avec vous aujourd'hui, on va parler des épreuves de langue vivante qui peuvent parfois être redoutées par les étudiants, que ce soit les épreuves d'espagnol, d'anglais, d'allemand ou d'autres langues. La première question que j'ai envie de vous poser, comment faut-il faire pour préparer le mieux possible, le plus efficacement ces épreuves ? Alors l'épreuve de langue vivante, ça va couronner, comme toutes les épreuves de concours aux écoles d'ingénieurs, 2 années d'études, d'apprentissage très exigeants, où les étudiants ont découvert ces différentes épreuves et s'y sont entraînés, beaucoup normalement. Il leur a fallu franchir un saut qualitatif par rapport aux exigences du lycée, notamment en travaillant sur la langue, la richesse lexicale, la grammaire, la traduction, en apprenant aussi à mieux connaître la civilisation de la sphère linguistique concernée. Dans la dernière ligne droite, il est indispensable, aussi bien en anglais qu'en allemand, de vraiment bien réviser les structures verbales, les verbes irréguliers. Pour l'anglais, il y a toujours des points épineux, notamment pour la traduction, le thème que sont l'usage des modaux et des temps du passé, qui donne une narration passée à traduire, la voix passive, le style indirect, ne pas oublier que l'adjectif est invariable, bien posséder l'emploi des quantifieurs, revoir les règles d'emploi de l'article défini, réviser les formes. Pour l'espagnol et l'italien, ça va être réviser les conjugaisons. Donc ça, c'est le premier point, la langue. Deuxième point sur lequel ils doivent insister pendant leur révision, c'est suivre l'actualité. Alors, les prépas scientifiques me disent parfois, enfin, ils reconnaissent qu'ils vivent un peu dans un bocal. Vous voyez, ils sont un peu éliminés quand même par les maths, la question de l'ingénieur, l'informatique. Et c'est souvent, disent-ils, par les cours de langue qu'ils découvrent l'actualité, qu'ils suivent l'actualité, les enjeux géopolitiques, scientifiques, les grands défis technologiques du XXIe siècle. Donc, il est important aussi, je pense, de relire les textes qu'ils ont vus pendant ces 2 années, leurs textes d'école et les textes étudiés en classe pour se remémorer toutes ces problématiques. Un troisième point qui est important de revoir pendant ces révisions, c'est la méthodologie des épreuves. Ne pas hésiter à consulter les sites des écoles pour relire leurs annales et voir les comptes rendus des jurys, les rapports des jurys, de manière à bien connaître les attendus de chaque concours. Un exemple particulier, c'est l'épreuve du concours des Minicours, qui est une épreuve très courte, d'1h30 en fin de journée après 2 épreuves scientifiques. Il faut vraiment avoir une bonne technique, être sur des starting blocks dès qu'on arrive, bien lire quand même le thème. Il vaut mieux commencer par traduire, par la traduction, et bien lire le texte avant de se lancer dans une traduction notamment pour comprendre la situation et ne pas se méprendre sur les relations entre les personnages. Si c'est du thème littéraire, par exemple, ça peut être aussi du thème journalistique. Et pour la synthèse, se munir de surligneurs pour stabiliser les idées fortes de chaque document afin de construire ces différentes parties, de bien différencier quelles sont les idées par des couleurs différentes et avoir un argumentaire structuré. Un dernier point, je pense qu'il peut leur servir, c'est de relire leur propre copie et relire les corrigés qui leur ont été donnés par leurs professeurs au cours de ces 2 années, afin de voir les annotations, les remarques, les fautes récurrentes qu'ils ont tendance à faire et qu'il vaut mieux éviter le jour J. Cette année, il y a eu des oraux qui ont été supprimés dans beaucoup d'écoles, dans la plupart des écoles même, j'ai envie de dire. Est-ce que ça
ça change quelque chose, le fait qu'il n'y ait pas de langue par rapport aux écrits? Alors oui, ça va paradoxalement changer, pas forcément contre eux. Hein, c'est-à-dire, incontestablement, ils ont souvent des notes meilleures à l'oral qu'à l'écrit et ils comptent souvent sur l'oral pour gagner des points. C'est pas possible. Donc, le poids des épreuves écrites s'en trouve renforcé. Néanmoins, ils doivent rester sereins, je pense, parce que tout le monde va être logé à la même enseigne et on peut déjà se réjouir que les épreuves écrites aient lieu dans ces circonstances exceptionnelles. Paradoxalement, donc, le fait qu'il y ait des écrits tardifs est un avantage puisque ça leur a donné 2 mois supplémentaires pour s'entraîner, pour se préparer aux écrits, avec un retour généralement très personnalisé de leurs professeurs sur les travaux numériques qu'ils ont pu envoyer pendant la période de confinement. Donc je pense qu'ils peuvent partir confiants plutôt. D'autre part, les écrits des sujets de concours ont été élaborés généralement au plus tard en janvier, peut-être en février. Mais, donc, ça va concerner toutes les problématiques de l'année, des 2 dernières années, mais jusqu'à janvier-février à peu près. Donc, il faut qu'ils se remémorent bien de l'actualité qui était l'actualité de l'automne et de l'été précédent concours, un peu plus que peut-être l'actualité présente qui est le coronavirus. Hein. Même s'il est apparu en janvier-février, on n'aura peut-être pas des sujets là-dessus. Et selon le type d'épreuve, il faudra ou ne pas l'évoquer, hein, cette épidémie, parce que ça sera peut-être hors sujet d'en parler. Hein. Je rappelle qu'aux mines, il faut vraiment se concentrer sur ce qui est dit dans le texte. Et aux épreuves de synthèse qui sont présentes dans presque tous les concours maintenant, il faut vraiment se concentrer aussi sur ce que disent les documents et ne pas rajouter, même dans son introduction, de connaissances extérieures, par exemple, ce qu'on connaît du coronavirus, du confinement. Alors, ce qui s'est passé à l'automne dernier, il y avait toujours les problématiques, bien sûr, de mondialisation, la montée des populismes, la campagne présidentielle américaine, les débats sur les Brexit Commons qui ont mené aux législatives, les problèmes de santé aux États-Unis, il y en a, hein, mais on était plutôt concentré à l'époque, à l'automne, sur l'épidémie des opioïdes, toujours les questions d'obésité, les questions de pneumonie liées au vapotage. Après, il y a eu aussi des mouvements contre les armes à feu et les fusillades récurrentes aux États-Unis, la conquête de l'espace par les entreprises privées, la dénonciation du tourisme de masse et des voyages en avion. Et on a pu observer une politisation de plus en plus importante de la jeunesse qui s'implique notamment dans des mouvements écologistes tels que Extinction Rebellion ou qui suivent Greta Thunberg, la jeune suédoise. D'autres problématiques récurrentes aussi, la guerre commerciale Chine-USA qui s'est intensifiée, la reprise de la course aux armements, Russie-USA avec le retrait des traités de non-prolifération nucléaire, les questions de surveillance, de reconnaissance faciale, l'ubérisation du travail. Donc il y a énormément de sujets qu'ils ont pu travailler pendant ces 2 années, aussi bien en pol qu'en concours blanc, qu'ils doivent connaître, hein, sans forcément se concentrer sur l'épidémie, même si ça nous obnubilise et ça nous a sidérés, il faut essayer de s'en détacher un petit peu. Je ne dis pas que ça ne tombera pas, mais je veux dire que c'est peu probable quand même. Voilà. Est-ce qu'il est nécessaire de faire des fiches encore aujourd'hui? On voit souvent, avant les examens, les jeunes qui arrivent avec leurs fiches et qui les relisent un peu encore à la dernière minute. Est-ce que c'est encore nécessaire ou est-ce que là, le travail doit être fait et il est un peu tard? Non, ce n'est jamais trop tard, je pense, de relire ses fiches de vocabulaire, de s'en constituer éventuellement. Bien évidemment, pour comprendre des textes authentiques de la presse étrangère, il leur a fallu apprendre un vaste vocabulaire pour comprendre les enjeux, pouvoir exprimer leurs propres idées. Ils ont souvent 2 manuels chez eux qui sont l'un de la vie courante, qui va les aider pour la conversation, pour l'oral, mais aussi pour la traduction.
et l'autre qui est un vocabulaire thématique, civilisationnel, où ils vont également donc connaître le lexique qui devra être mobilisé selon les domaines qu'ils auront à discuter dans leurs épreuves. Donc, se constituer des fiches de vocabulaire en contexte, à partir des textes qu'ils ont étudiés, par thématique, me paraît judicieux, plutôt que peut-être en académique. On dit souvent qu'il faut s'aérer l'esprit au cours de ces périodes de révision. Une manière de s'aérer l'esprit, ça peut être de regarder des séries ou des films. Est-ce que c'est recommandé de regarder des séries ou des films, par exemple en anglais ou en espagnol, et de participer ainsi à la révision pour les concours? Oui, bien sûr, anglais, espagnol, allemand, italien, etc., arabe, enfin, tout ce qui peut. Je pense que ce faisant, ils vont joindre l'utile à l'agréable. Plus on s'expose à la langue, plus on a de facilité, plus les tournures idiomatiques vont vous venir naturellement, sans calquer le français. Et par contre, quitte à regarder des films ou des séries, autant les choisir judicieusement, c'est-à-dire des sujets traités qui soient en rapport avec les progrès scientifiques, les problématiques d'actualité, sur lesquelles l'honnête homme du XXIe siècle se doit d'avoir un minimum de connaissances. C'est vraiment ce qui est attendu dans les écoles d'ingénieurs. Beaucoup de séries traitent de sujets d'actualité, la lutte contre le terrorisme, les questions éthiques, je parle de Handmaid's Tale par exemple. Il y a eu récemment une série qui est sortie basée sur The Plot Against America, qui est aussi au programme de lettres. Donc, il faudrait, si on regarde cette série, d'une pierre deux coups, réviser la situation du roman et puis aussi revoir le thème de la démocratie en anglais, c'est souvent dans le Il y a quelques élèves, on peut le dire, qui sont en difficulté parfois en langue. Comment faire, si c'est le cas, pour ne pas totalement rater les épreuves et pour limiter la casse? Oui, je pense qu'ils ne doivent, enfin, il faut qu'ils essayent de vaincre leur appréhension. Ces étudiants doivent vraiment bien relire, comme j'ai dit précédemment, leur copie de ces 2 années, pour avoir conscience des erreurs qu'ils risquent de commettre le jour J et éviter de les faire, et, ou du moins s'auto-corriger s'ils se gardent une dizaine de minutes pour relire à la fin, avant de remettre leur copie à la fin de l'épreuve. Ils doivent aussi adopter un style simple, simpliste, limpide, de manière à faire passer leur idée sans ambiguïté et sans charabia. Donc, ce n'est pas la peine de vouloir faire compliqué, de vouloir faire des phrases longues, avec plein de propositions, une phrase avec une principale, une subordonnée, relative, bien sûr, mais pas de phrases trop longues. Ne pas penser en français aussi, c'est essentiel, parce que il faut penser dans la langue cible, c'est-à-dire éviter d'avoir à traduire du français. Parce que traduire du français, ça va accroître le risque d'une langue peu idiomatique calquée sur le français. Et donc, une langue qui sera forcément erronée avec des galaxies. À la fin des preuves, donc vérifier, s'auto-corriger éventuellement. Un autre aspect, c'est que la qualité la plus prisée dans les concours scientifiques, c'est la concision. C'est pourquoi les épreuves d'expression écrite comportent toujours un nombre de mots limité. Donc il faut absolument qu'ils se disent que ce n'est ni trop ni pas assez pour traiter le sujet et qu'il est inutile de faire du remplissage. On a des étudiants qui parfois abusent de formules toutes faites, to put it in a nutshell, qui multiplient les mots de liaison, etc. Donc il faut rester sobre, prioriser, enfin donner la priorité, pardon, je vais pas faire un indice, aux idées, et se dire aussi que l'anglais n'est pas une langue si éloignée que ça de la nôtre. Elle dérive de l'anglais normand, elle a aussi des étymologies grecques et latines, ce qui fait d'ailleurs sa richesse et sa difficulté. Et puis, prendre confiance en eux, ça veut dire aussi se rendre compte que s'ils ont travaillé normalement au cours de ces 2 années, avec tout l'entraînement qu'ils ont eu, practice makes perfect, c'est-à-dire qu'ils ont forcément, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, ils ont forcément gagné en maturité, acquis plein de connaissances, appris à réfléchir, la prépa les a vraiment transformés et ils doivent tout donner. Il faut qu'ils soient conscients de leurs points forts
ne pas se focaliser sur leurs difficultés. Un petit dernier conseil avant de nous quitter pour les étudiants là, qui s'apprêtent à passer des concours? Oui, alors c'est un vrai marathon, surtout qu'il y a assez peu de jours de repos entre les différents concours. Alors, il est inutile de réviser jusqu'à minuit la veille d'une épreuve. Je pense que c'est trop tard, ça ne sert à rien, on ne va plus emmagasiner de nouvelles notions. Il faut faire un peu de sport pour décompresser, adopter une bonne hygiène de vie, un régime alimentaire de sportif. Dans les jours qui précèdent, arriver frais et dispo, prêt à courir ce marathon. Ne pas ressasser, si on a une épreuve de langue l'après-midi, l'épreuve de maths ou de physique, qu'on a plus ou moins bien réussi, enfin, complètement se déconnecter, switcher complètement, se dire maintenant je passe à la langue, et au besoin, si on a une pause déjeuner, si on a enregistré sur son portable un podcast, écouter un podcast dans la langue juste pour se remettre dans le bain linguistique. Donc, et puis aussi se munir d'un bon matériel, style plume, encre bleue, pas trop claire parce que les copies sont scannées et elles peuvent être difficiles à lire si l'étudiant utilise une encre trop claire. Donc, encre bleue plus épaisseur, c'est un peu mieux que encre noire plus petit texte. Des surligneurs pour travailler sur les textes, placer des idées dans le temps imparti. Ne pas oublier aussi que c'est un écrit, donc adopter un style, un registre de langue plus soutenu, donc éviter les formes verbales contractées, éviter la langue parlée, le style familier, I'm gonna, I wanna, etc. Ou des contractions, I can't, I cannot, don't, do not, etc. Écrire aussi le plus visiblement possible. Aérer la copie, faire des paragraphes, bien séparer l'introduction, le développement, la conclusion, etc. Donc, passer une ligne quand on change de partie. Et éviter aussi de s'adresser à l'examinateur en lui demandant du why, etc. Ne pas utiliser oui, mais pour les épreuves où on vous demande votre opinion, comme l'éditorial à XEMS, utiliser I think, to my mind. Donc, je pense que s'ils ont joué le jeu pendant ces 2 années, normalement, ils devraient s'en sortir honorablement et avec succès, je leur souhaite. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Christine. Ce sera le mot de la fin. J'ai été ravi d'être avec vous aujourd'hui. Et puis, j'ai été ravi de vous présenter, chers internautes, ce rendez-vous des prépas scientifiques tout au long de cette période un peu compliquée. On se retrouve très bientôt sur le Figaro étudiant pour de nouvelles aventures. À très vite et bon courage à tous pour vos concours. Salut!